Au sommet de ce journal, la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie qui affecte chaque année entre 10 000 et 12 000 naissances et 50% de ces enfants ne fêtent pas leur 5e anniversaire à défaut d'une prise en charge médicale, une prise en charge pour laquelle le gouvernement fournit d'énormes efforts. Les précisions avec la synthèse du message du ministre en charge de la Santé. De nombreux morts et handicaps en Afrique et le Mali n'échappe pas aux statistiques alarmantes. Au Mali, nous enregistrons chaque année 10 000 à 12 000 naissances drépanocytaires. Ce taux de naissance drépanocytaire interpelle dans la mesure où, en absence d'une prise en charge médicale spécifique, 50% de ces enfants ne fêteraient pas leur 5e anniversaire. 5 ans après la déclaration de la drépanocytose comme une priorité de santé publique, le Mali ouvre un centre dédié à sa prise en charge globale. Depuis 2010, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose accompagne les malades. Mais ce n'est pas assez. Il faut une formation. Le thème choisi cette année est « La formation, un maillon essentiel de la lutte contre la drépanocytose ». Ce thème n'est pas fortuit, puisqu'il entre en droite ligne de la stratégie de lutte contre la maladie à travers la formation d'une masse critique de professionnels afin de rapprocher les soins des soignés. Je sais que des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire. Donnons-nous encore la main pour faire face aux défis du moment en matière de lutte contre cette maladie longtemps restée dans l'ombre. À cause de son caractère héréditaire, le dépistage prénuptial et le diagnostic précoce permettent de réduire considérablement l'incidence de la drépanocytose. Faciliter l'accès aux services d'hygiène et d'assainissement aux populations de 8 quartiers de la commune 5, c'est l'objectif du projet Sigida Sania porté par SOS Village d'Enfants Mali en partenariat avec l'Union européenne. Les résultats du projet viennent d'être présentés aux différents acteurs concernés. Les précisions avec Awa Traoré. 900 millions de francs CFA, c'est le coût total du projet Sigida Sania. Il s'étend sur une période de 3 ans, de janvier 2024 à décembre 2027, cofinancé par l'Union européenne. Ce projet est mis en œuvre par SOS Village d'Enfants Mali. SOS Village d'Enfants est très satisfait des résultats déjà engrangés au niveau de ce projet, surtout en matière d'assainissement, comme c'est le titre même du projet, à travers la réalisation, en tout cas, d'infrastructures d'assainissement qui passent par la réhabilitation et la construction des latrines au niveau des centres scolaires. Malgré ces réalisations, le chemin à parcourir reste long. Il y a quand même assez de défis que nous voulons lever. Il s'agit entre autres de l'engagement de la communauté pour accompagner ces projets, mais également la pérennisation de ces projets, donc qui passe par la mobilisation des ressources afin que le projet ne s'arrête pas en si bon chemin. Ce projet qui a consisté à réaliser et à réhabiliter des latrines au niveau de nos infrastructures scolaires, à organiser des focus group pour mieux informer et sensibiliser nos populations dans l'action quotidienne d'assainissement. Le rôle de la population est capital pour la bonne marche des activités du projet. Nous sommes reconnaissants envers SOS Village d'Enfants Mali et ses partenaires. Ce projet est très important pour nous. Il a amélioré l'hygiène dans notre commune. Comme le dirait l'autre, une bonne hygiène est essentielle pour une vie saine. Et cela, le projet Sigida Sania en a fait son cheval de bataille pour le mieux-être de la population de la commune 5. L'esclavage par ascendance, une réalité encore vécue par des enfants maliens. Cette pratique ancestrale aux conséquences dramatiques était au centre des échanges entre les responsables de Avocats sans frontières Canada, l'association Temet, le WILDAF et les journalistes. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Les précisions de la rencontre avec Maïmouna Guindou. Ils ne portent pas de chaîne au poignet, mais des enfants maliens héritent du poids d'un système qui les condamne dès la naissance.
À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, Avocats sans frontières Canada a organisé une conférence de presse poignante autour d'un thème aussi sensible que méconnu, les impacts de l'esclavage par ascendance sur les enfants maliens. L'esclavage par ascendance est une forme héréditaire d'asservissement dans laquelle une personne est considérée comme un esclave dès sa naissance, en raison de son appartenance à une lignée dite servile. Au Mali, cette pratique persiste notamment dans les régions de Tombouctou, Gao, Mopti et surtout Kaye, malgré son interdiction légale. Les associations Temet et Wildaf Mali figurent parmi les acteurs de premier plan engagés dans l'éradication de l'esclavage par ascendance au Mali. Dans ce combat de longue haleine, il faut des actions concrètes. Notre action s'articule autour de 3 axes complémentaires. Il y a l'éducation aux droits humains pour sensibiliser les populations, y compris dans les zones rurales, au principe d'égalité, de dignité et de justice. L'assistance juridique et judiciaire pour accompagner les victimes dans la revendication de leurs droits et la recherche de justice. Nous avons identifié, documenté des cas concrets d'enfants enlevés, séquestrés, réduits en esclavage et pour lesquels aucune action de terrain n'a encore été menée pour leur libération. On estime qu'au Mali, environ 200 000 personnes vivent encore sous l'autorité directe de leur maître, y compris de nombreux enfants. La région de Kaye reste la plus touchée, concentrant à elle seule 99% des cas identifiés. Cette journée de commémoration, au-delà du symbole, se veut un appel à l'action. Restons dans le même registre, cette fois avec le SAMU social en partenariat avec la coalition malienne pour les droits de l'enfant qui a entretenu les hommes des médias sur le thème « Les réalités du phénomène des enfants et jeunes vivant dans la rue et les violences et violations des droits dont ils sont victimes ». Cette rencontre a permis d'attirer l'attention sur la situation alarmante des enfants et des jeunes vivant dans la rue au Mali. Les précisions avec Soumaou Aïdara. Protéger les droits des enfants vivant dans la rue est une urgence. Des enfants et des jeunes vivant dans le milieu ont témoigné à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain de leur quotidien, à savoir des nuits passées à même les sols, victimes de violences, de famine, de peur. Je dormais dans un garage, sous des voitures. Mon rêve est de devenir conducteur. Le SAMU social, à travers une formation, m'a aidé à avoir un permis de conduire. Le SAMU social, service d'aide mobile d'urgence sociale, et ses partenaires œuvrent quotidiennement pour venir en aide à ces enfants livrés à eux-mêmes. Selon les chiffres de l'UNICEF, plus de 120 millions d'enfants vivent actuellement dans les rues à travers le monde, dont 30 millions en Afrique. Au Mali, faute de chiffres officiels, on estime à plus de 10 000 le nombre d'enfants vivant dans la rue, seulement dans la ville de Bamako. En 2024, le SAMU social a pris en charge au total 2437 enfants et jeunes vivant en rue, dont 47% de filles. Et nous remercions et félicitons SAMU social pour l'ensemble des actions déployées en faveur des enfants en situation de rue. Car la COMAD a pour mission, a pour mandat de défendre et de protéger les droits de tous les enfants, y compris les enfants en situation de rue. À travers cet événement, le SAMU social et ses partenaires veulent offrir à ces enfants et jeunes vivant dans la rue une assistance, une présence humaine, un espoir et surtout une chance de reconstruire leur vie. Une délégation du Bureau national de la CAFO en mission à Koutiala a tenu une assemblée générale d'information, de partage des outils de gestion, de plans de communication et de plans de mobilisation des ressources contribuant à la culture de la paix. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des organisations féminines et de création d'un mouvement fort des femmes pour la paix au Sahel. C'est une initiative de ONU Femmes, nous dit Brahima Kone depuis Koutiala.
Descente stratégique du Bureau national de la CAFO au niveau des régions au nom du projet de renforcement des capacités des organisations féminines et de création des mouvements forts des femmes pour la paix au Sahel. Un projet porté par ONU Femmes qui couvre le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. La finalité recherchée, c'est la paix dans la sous-région, dans le Sahel. Comme nous sommes 5 pays à mettre en œuvre ce projet. Et au niveau du Mali, la CAFO a été choisie aussi pour informer les femmes, sensibiliser les femmes vers la paix. Avec les participants, il a été question de partager le manuel de procédures de gestion administrative et financière, le plan de communication et celui de mobilisation des ressources. Il faut remercier et féliciter ONU Femmes pour son leadership et son appui accompagnement dans la conception du présent projet, dont la mise en œuvre permettra à la CAFO et à ses démembrements de jouer pleinement leur rôle d'influence et de contrepoids en vue d'orienter différentes politiques publiques et ayant un impact sur la vie des femmes comme elles l'ont toujours été dans la résolution des conflits au Mali. Étaient présents à cette rencontre les membres de la CAFO régionale, les représentants des confessions religieuses, les légitimités traditionnelles, le président de la coordination des organisations de la société civile, celui du RECOTRAD et les autorités administratives. À Mopti s'est tenu l'atelier de plaidoyer, de capitalisation et de dissémination du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité au niveau régional et communal. L'atelier a été organisé par le commissariat à la sécurité, par le commissariat aux réformes du secteur de la sécurité plutôt, avec l'accompagnement du PNUD et vise à recueillir les acquis et promouvoir l'appropriation du dit guide. Les explications avec Aminata Touré. Cet atelier régional de plaidoyer, de capitalisation et de dissémination du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité au niveau régional et communal a été initié par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité avec l'accompagnement du PNUD et autres acteurs impliqués. L'objectif de la session vise à renforcer les capacités des membres du comité consultatif du Mopti sur les rôles et responsabilités dans la coproduction de la sécurité afin d'optimiser l'opérationnalisation du comité pour la promotion des droits de l'homme et de la stabilité dans la région de Mopti. Au cours de la journée, les participants composés entre autres des représentants de l'État, des collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité, la société civile vont échanger sur des exposés thématiques. Il s'agit entre autres des rôles et responsabilités des membres des comités consultatifs de sécurité, la restitution des acquis des comités consultatifs de sécurité. Notre pays s'est engagé dans un nouveau processus de réforme du secteur de la sécurité qui conduit à la mise en place des comités consultatifs de sécurité au niveau régional et communal. Il s'agit de réunir dans un cadre de partenariat l'ensemble des acteurs du secteur de la sécurité au niveau régional ou communal dans le but d'améliorer la qualité du service de sécurité rendu à la population à travers la prise en charge des problèmes de sécurité. À titre de rappel, les comités consultatifs de sécurité sont le maillon essentiel du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité dans la mesure où ils sont chargés d'évaluer la situation sécuritaire, de mettre des avis et recommandations à l'endroit de l'exécutif local et des acteurs de la sécurité. La coopération allemande et la KfW à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ont injecté 200 millions de francs CFA pour la réalisation de 7 sous-projets dans certaines collectivités territoriales de la région de Nioro. C'est ce qui ressort du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région. Les précisions avec Moussa Diakiti. Cette session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région a pour objectif de soumettre à approbation les sous-projets soumis par les collectivités territoriales de la région, les sous-projets de la collectivité de Djima issus du processus de compétition du programme PDCD et les sous-projets sur le financement des ressources du budget national. Nous avons fait valider 22 sous-projets, dont 14 sur les ressources du budget national, 7 sur les ressources du PCPC
et un sur les ressources du PDCD. Avec cette mobilisation, les projets soumis à l'approbation ont une enveloppe de plus de 1,6 milliard de francs CFA. Nous invitons vraiment ces collectivités à démarrer les travaux de réception des premières tranches et de veiller vraiment à la qualité des investissements. Au total, 200 millions de francs CFA seront injectés pour la réalisation de 7 sous-projets dans la région. J'ai un sous-projet qui a été financé à hauteur de 35 millions de francs CFA, c'est-à-dire la réalisation d'un château d'eau à Simbi. Les femmes auront d'autres activités génératrices de revenus à mener qui n'est pas aller chercher de l'eau seulement. C'est le seul cadre idéal où l'ensemble des acteurs de développement de la région se retrouvent, soumettent les problèmes de développement, discutent, échangent, proposent des solutions. Il y a un certain nombre de communes de notre région, environ 10 communes, qui sont accompagnées par la KFW à travers la coopération allemande. Nous sommes très à l'aise. C'est des signes qui montrent en substance que la région avance. Grâce à la coopération allemande et la KFW à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT, la région de Nioro a bénéficié de 2023 à 2024 59 milliards pour la réalisation d'infrastructures de qualité. Après l'hommage national à Anatole Sangaré suite à son décès le 1er juin dernier, les religieux chrétiens et musulmans, toutes les composantes sociales et professionnelles de Kita se sont retrouvées autour d'une cérémonie de prière pour le repos éternel de l'âme de celui qui a longtemps prôné la cohésion sociale dans sa ville natale, Kita. Les temps forts de cette journée d'hommage avec Mahamadi Alioubari. Feu Anatole Sangaré, une figure emblématique du service public malien décédé le 1er juin dernier à Bamako, a reçu un hommage national mérité. Dans sa Kita natale, il s'est distingué dans bien des domaines contribuant de façon essentielle à son rayonnement. La corrélation religieuse exemplaire, la solidarité, le bien-être, le respect mutuel entre les individus lui doit leur existence selon ses siens. Que Dieu conduise l'âme de notre grand frère au paradis et beaucoup de remerciements au gouverneur pour cette initiative. Que notre prière monte vers toi pour Anatole Sangaré qui a quitté cette vie terrestre afin que son passage par la mort le conduise dans la paix de Dieu. Seigneur, nous te prions. Tous mes remerciements aux Kitois, au nom de la société civile de Kita, idem tous ceux qui ont fait le déplacement d'aujourd'hui. Fortement impliqué dans la vie communautaire, Feu Anatole Sangaré s'est illustré tant dans le secteur associatif que dans l'église catholique. Ses constats aux actions caritatives témoignent plus de sa générosité et de son sens du partage. Tu aimais le travail à la perfection. Et tu nous as transmis bien plus que des valeurs, des souvenirs précieux, gravés à jamais dans nos cœurs. Aujourd'hui, alors que nous devons apprendre à vivre sans ta présence physique, je sais que cet héritage dont je me tant. Me réjouir de la mobilisation des communautés chrétiennes et musulmanes de Kita pour rendre un hommage mérité à notre père, le général Anatole Sangaré, pour toute son action pour la région de Kita, pour le Mali et ailleurs. Cette mobilisation nous a fait encore ressentir toute la symbiose qu'il y a entre les différentes religions à Kita. Au cours de cet hommage, les religieux ont prié pour le repos de l'âme du feu général Anatole Sangaré. C'est sur cet hommage bien mérité pour l'illustre disparu que prend fin ce journal à 20h. Vous avez rendez-vous avec Awaditma Kamara. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu préserve le Mali.